C'était une matinée calme à Ouagadougou. Le soleil levant baignait la résidence présidentielle d'une lueur dorée, tandis que le capitaine Ibrahim Traoré, dirigeant du Burkina Faso, sirotait un café noir et fort sur son balcon. La journée venait à peine de commencer lorsqu'un téléphone sécurisé Rhodline sonna dans son bureau privé, une ligne directe réservée uniquement aux appels internationaux les plus critiques. Le capitaine Traoré, toujours calme et concentré, entra et décrocha le récepteur. La voix à l'autre bout du fil était grave, confiante et indéniablement russe. C'était Vladimir Poutine. Capitaine Traoré, commença le président russe. J'espère ne pas troubler votre paix. Je souhaiterais vous inviter personnellement à Moscou. Il y a des sujets importants à discuter, collaboration stratégique, plans économiques, et surtout, l'avenir de nos nations. Traoré haussa un sourcil. Ce n'était pas tous les jours qu'un dirigeant d'une puissance mondiale appelait aussi directement. Je vous écoute, répondit-il fermement. Poutine poursuivit. Il ne s'agit pas seulement d'une rencontre diplomatique. Je crois que votre vision de l'Afrique rejoint la nôtre. Mais je n'en dirai pas plus. Je vous veux ici. Et pour cette raison, j'enverrai l'un de nos avions les plus avancés pour vous amener en toute sécurité à Moscou. Ce n'est pas un avion commercial. Celui-ci est construit comme aucun autre, immunisé contre la détection radar, renforcé contre les frappes de missiles et équipé pour survivre aux tempêtes électromagnétiques. Il est indestructible. Une longue pause s'ensuivit. Traoré, bien qu'impressionné, garda son sang-froid. C'était un soldat, il ne se laissait pas facilement influencer par les merveilles technologiques ou les discours de pouvoir. Pourtant, il sentait quelque chose de plus profond, de mystérieux, dans le ton de Poutine. « Pourquoi maintenant ?» demanda Traoré. « Parce que le monde est en train de changer », déclara Poutine à voix basse. « Et certaines choses ne peuvent plus être retardées. Vos ennemis ne sont pas seulement en Afrique. Les forces occidentales surveillent vos moindres faits et gestes. Vous avez besoin de protection, et d'alliés qui vous comprennent vraiment. » Un silence s'installa entre eux, rempli uniquement par le faible bourdonnement des appareils électroniques. Alors Traoré répondit. « J'accepte. Mais je viens avec sincérité, pas avec soumission. » Poutine rit légèrement. « C'est pour cela que je vous ai appelé. L'avion arrive ce soir. » Lorsque la ligne fut coupée, Traoré resta près de la fenêtre, les yeux fixés sur l'horizon. Quelque chose dans ses entrailles lui disait que ce voyage ne serait pas ordinaire. Il sentit un vent souffler, pas seulement un vent de politique ou de diplomatie, mais un vent de destin. Le genre qui apporte à la fois danger et grandeur. Il ne savait pas que c'était le début d'un voyage à travers des royaumes non écrits dans l'histoire, là où politique, mystère et mysticisme allaient entrer en collision. La nuit tomba sur Ouagadougou. Mais ce n'était pas une nuit ordinaire. L'air était empreint d'un calme surnaturel, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. À l'aéroport militaire, un petit convoi de véhicules blindés noirs s'approcha de la piste privée. Dans la voiture de tête se trouvait le capitaine Ibrahim Traoré, le regard perçant, scrutant l'obscurité comme s'il pouvait déjà sentir les forces invisibles qui l'attendaient. Puis, telle une ombre surgissant des étoiles, l'avion apparut. Il ne rugissait pas comme un jet ordinaire. Il se déplaçait dans un silence absolu, planant brièvement au-dessus de la piste avant d'atterrir avec une précision étrange. L'appareil ne ressemblait à rien de connu. Noir mat, sa surface absorbait la lumière plutôt que de la réfléchir. Il n'avait aucun insigne, aucune marque, seulement un étrange emblème scintillant près du nez, un faucon aux yeux de feu, les ailes déployées sur un cercle d'anciennes runes slaves. Les pilotes russes descendirent sans un mot. L'un d'eux fit simplement un signe de tête à Traoré, qui sortit de son véhicule avec une autorité calme. La porte de l'avion s'ouvrit, non pas avec un sifflement, mais avec un faible bourdonnement qui vibrait dans les os. L'intérieur de la cabine ressemblait davantage à un centre de commandement qu'à un espace passager. Des cartes holographiques flottaient dans l'air, évoluant constamment selon les conditions météorologiques, les zones de surveillance et les flux satellites. Il n'y avait pas de fenêtres, seulement des écrans renforcés capables de montrer n'importe quel angle du monde extérieur et même au-delà. Infrarouge, sonar, champs électromagnétiques. « Ce n'est pas seulement un avion », murmura l'un des assistants. « C'est vivant. » L'avion semblait pulser doucement,
comme s'il respirait. Ses parois chuchotaient, réagissant au mouvement, ajustant la pression de l'air, tamisant les lumières lorsque Traoré s'asseyait. Une fois tout le monde à bord, la porte se scella avec un sifflement, et l'avion s'éleva verticalement, silencieusement, défiant la gravité. Alors qu'ils montaient, le ciel à l'extérieur devenait plus sombre que la nuit elle-même, comme s'ils entraient dans une autre couche de l'atmosphère, régie par d'autres lois. Soudain, une vibration parcourut le vaisseau. Une tempête, violente et non annoncée, s'était formée devant eux. La foudre fendait le ciel en spirales aveuglantes, mais l'avion ne vacilla pas. Les éclairs semblaient se courber autour de lui, sans jamais le frapper, comme si la nature elle-même évitait la confrontation. « Monsieur », dit la voix du pilote dans la salle de commandement. « Nous approchons de zones interdites de survol, même pour les engins militaires. Les radars de surveillance de l'OTAN sont actifs. Nous entrons dans un espace aérien contesté. » Le capitaine Traoré se pencha en avant. Quel est le risque? Le ton du pilote ne vacilla pas. Pour tout autre appareil, la mort. Pour celui-ci, nous sommes des fantômes. Et en effet, alors qu'il traversait ces cieux interdits, pas un radar ne sonna, pas un missile ne fut lancé, pas un drone ne bougea. Au fil des heures, le capitaine resta seul, observant des images cryptées de l'itinéraire. Pour la première fois depuis des mois, il laissa son esprit vagabonder non par peur, mais par réflexion. Cette mission n'était pas seulement politique. Quelque chose de bien plus grand se préparait. Quelque chose de caché. Quelque chose qui observait. Et dans l'ombre de l'avion, là où aucune lumière ne pouvait atteindre, un faible murmure résonna. Une voix qui n'était ni humaine, ni mécanique. Une voix ancienne. Vous ne volez pas dans les airs, capitaine. Vous franchissez des seuils. Bien au-dessus du continent africain, le capitaine Ibrahim Traoré était assis en silence. Ses pensées étaient aussi turbulentes que les nuages en contrebas. L'avion, à une altitude rarement atteinte, se déplaçait comme une ombre cousue aux étoiles. À l'intérieur, les lumières se réduisirent à une douce lueur bleue, comme si l'appareil comprenait la gravité de sa mission. Il était minuit passé lorsque la voix du pilote résonna dans l'interphone. « Capitaine, nous sommes officiellement hors des couloirs de vol standard. Nous survolons des secteurs interdits à tous, sauf aux unités de reconnaissance de haut niveau. Les satellites ne nous détectent plus. Nous sommes désormais introuvables. » Traoré hocha la tête sans répondre. Il observa la carte holographique devant lui. Des zones rouges jalonnaient la route, régions surveillées par l'Occident, espaces contrôlés par des groupes rebelles, et vides noirs simplement marqués, classifiés. Mais l'avion poursuivait sa route, comme protégé par une force invisible. L'un de ses aides de camp, un officier loyal nommé commandant Caboret, s'approcha discrètement. « Capitaine, ce vol ne ressemble pas à un voyage. C'est plutôt une traversée. » « Un passage ?» demanda Traoré d'une voix calme. « Oui », continua Caboret. « Pas seulement de l'Afrique à la Russie, d'un monde à un autre. Vous ne le sentez pas? Le temps ne s'écoule pas de la même façon ici. Ma montre s'est arrêtée il y a 1 heure. Et je jure avoir vu la même constellation 2 fois. » Traoré l'observa longuement. Lui aussi avait remarqué d'étranges anomalies, un vent froid circulant dans l'avion scellé, une lumière furtive au coin de l'œil, et cette sensation lourde mais silencieuse, d'être observé. Puis, sans prévenir, tous les écrans clignotèrent. L'électricité statique envahit la pièce. Et tout devint noir. Le bourdonnement des moteurs s'atténua. Pendant 2 longues secondes, l'avion flotta, sans propulsion. Une obscurité plus profonde que la nuit les enveloppa. Tout le monde retint son souffle. Puis, aussi soudainement, tout revint à la normale. Mais quelque chose avait changé. Sur l'écran principal, un message était apparu. Ni en russe, ni en français. Mais dans une écriture ancienne, indéchiffrable. En dessous, un seul compte à rebours s'écoulait. 04 32 1. Qu'est-ce que c'est? Chuchota Caboret. Avant que Traoré ne puisse répondre, une voix grave et inquiétante résonna dans l'interphone. Ce n'était ni le pilote, ni la tour de contrôle. « Capitaine Traoré, votre chemin n'est pas seulement écrit dans le sang et la terre.
Il est gravé dans le feu et l'air. Tout le monde dans la cabine se figea. La voix continua. Moscou vous attend. Mais avant le Kremlin, Vladimir Poutine était assis face à face avec Ibrahim Traoré, autour d'une table ronde sculptée dans un vieux cèdre russe. La pièce baignait dans un silence pesant, seulement troublé par le tic-tac discret d'une horloge ancienne, cadeau du tsar Alexandre III. Certains murmuraient qu'elle s'arrêtait en présence d'une trahison. Mais ce jour-là, elle tournait sans relâche. Sur la table reposaient plusieurs dossiers scellés, des cartes bordées de rouge, cryptées, ainsi que des tablettes. Une équipe de conseillers russes de haut rang se tenait à proximité, tandis que Traoré était accompagné de 2 officiers de confiance de Burkinabé. Tous les regards étaient tournés vers les 2 dirigeants. Poutine rompit le silence. « Capitaine, ce que je vais vous montrer, dit-il en glissant une tablette vers lui, n'a jamais été vu par une agence de renseignement occidentale. » Traoré saisit l'appareil et examina l'écran. S'y succédaient des images de drones, des clichés satellites, des fichiers codés, les mouvements militaires américains en Afrique de l'Ouest, des bases secrètes au Niger, des vols de fret invisibles au-dessus du Ghana, des communications cryptées interceptées entre entrepreneurs français et milices locales. Des preuves de déstabilisation, dit froidement Traoré. Bien plus encore, répondit Poutine. Ce sont les fondements d'une nouvelle campagne coloniale. Il marqua une pause. Ils n'ont pas réussi à contrôler votre territoire politiquement. Alors ils opèrent désormais dans l'ombre, ils corrompent, financent les coups d'État, propagent l'insurrection sous couvert de terrorisme. Traoré resta silencieux, absorbant l'ampleur de la menace. Nous pouvons vous aider, capitaine, poursuivit Poutine. Pas seulement avec des renseignements. Nous vous offrons des outils, systèmes anti-drones, technologies de défense aérienne, entraînement pour vos forces spéciales, et l'accès à quelque chose qu'on croyait jusqu'ici appartenir au mythe. Une arme de l'ancien monde, dissimulée depuis la guerre froide. À cet instant, il appuya sur un bouton dissimulé. Derrière une bibliothèque, un panneau coulissa, révélant un long boîtier métallique couvert d'une ancienne écriture cyrillique. La température de la pièce sembla chuter. Traoré plissa les yeux. Qu'y a-t-il là-dedans ? Poutine se leva, s'avança, et ouvrit lentement la mallette. À l'intérieur reposait un orbe noir, vibrant faiblement, pulsant d'un éclat semblable à un battement de cœur. Ce n'était ni électronique ni nucléaire. Il semblait vivant. Voici Zlakrov, le sang de la terre, déclara Poutine. Découvert sous les monts Oural après la chute de l'Union soviétique. Nous ignorons son origine exacte, mais nous étudions ses propriétés depuis des décennies. Il peut perturber les fréquences d'armes, neutraliser les drones autonomes, déclencher des tempêtes ou les arrêter. Un silence s'installa. « Tu veux me donner ça ?» demanda Traoré. « Je veux le partager », répondit Poutine. « Car ton combat est désormais le nôtre. » Mais cette alliance exigeait plus que des armes. Elle exigeait le secret. Cette arme ne devra jamais tomber entre les mains d'un gouvernement africain. Elle ne devra jamais être révélée au public, ajouta Poutine. Traoré se leva, les yeux rivés sur l'orbe. Tu me demandes de faire confiance à une puissance que le monde craint. Et je te le demande, reprit calmement Poutine, parce que je crois que tu es plus qu'un leader. Tu es un pivot entre les continents, entre les idéologies, entre le visible et l'invisible. Ils se serrèrent la main. Au moment précis où leurs paumes se touchèrent, l'orbe s'illumina. Une fois. 2 fois. Comme s'ils reconnaissaient le commencement de quelque chose de bien plus profond qu'une alliance. Dehors, les gardes du Kremlin poursuivaient leur ronde, inconscients que sous leurs pieds, l'histoire venait de changer de cours. La neige tombait lentement sur les toits, enveloppant Moscou d'un silence blanc, reflet de la gravité de ce qui venait de se conclure à huis clos. Dans la chapelle privée du Kremlin, rarement montrée aux visiteurs, le capitaine Ibrahim Traoré se tenait devant un autel éclairé à la bougie. Non pour prier, mais pour prêter serment. Poutine avait choisi ce lieu avec soin. Ce lieu, dit-il, est plus ancien que le Kremlin lui-même. Il a vu passer trahison, révolution et renaissance. S'il est un lieu pour sceller ce qui a été convenu, c'est ici. Sur l'autel reposaient 2 objets,
une épée de cérémonie russe gravée de runes slaves, et un bâton d'ébène sculpté à l'effigie de l'oiseau Sanka de la baie du Burkina, importé secrètement depuis Ouagadougou par des agents russes. Traoré, en uniforme, drapé d'une cape noire, s'avança. Sur ma terre, nous jurons sur la terre. Mais ici, je jure sur le feu et la pierre. Poutine hocha la tête et prononça en russe ancien une formule issue des couloirs secrets de la confrérie du renseignement. Traoré répondit en moraï, invoquant les ancêtres, les esprits des guerriers Mossi et les arbres sacrés du Sahel. Puis, dans un geste qui surprit jusqu'aux conseillers russes, les deux hommes échangèrent les symboles, Traoré prit l'épée russe, Poutine le bâton africain. Une nouvelle alliance venait de naître. Non écrite à l'encre, mais gravée dans la mémoire des objets, le pouvoir et le silence. Dans les couloirs sombres du Kremlin, juste avant le départ, une dernière parole fut échangée. Vous devez savoir, dit Poutine à voix basse, Lord Zlakrov a une conscience. Il écoute, même s'il ne parle pas. Je l'ai senti, répondit Traoré. Il pulsait quand je l'ai touché. Comme s'il me pesait. Il n'obéit pas à la faiblesse, dit Poutine. Et une fois prise, cette arme vous marquera. Me marquer pourquoi, demanda Traoré. Pour ce qui vient ensuite. Dehors, le convoi était prêt. Pas de presse, pas de diplomate. Juste des véhicules blindés, des chauffeurs muets, et le ciel hivernal, tranché par les cris de faucons. Avant d'embarquer, Traoré se tourna une dernière fois vers Poutine. Mon peuple n'oubliera jamais cela. Ils ne doivent jamais savoir, répondit Poutine. L'histoire n'est pas toujours racontée. Parfois, elle se vit. À l'intérieur du véhicule, Traoré regardait Moscou disparaître dans le givre. À côté de lui, la caisse contenant l'orbe vibrait comme un second cœur. Il sentait sa présence. Il était temps de rentrer. Mais au fond de lui, il savait que le voyage retour ne serait pas le même que celui de l'aller. Quand l'avion s'approcha de l'anomalie, les lumières vacillèrent à nouveau. Une seconde d'obscurité totale suivit. Puis un grondement sourd, plus profond que le tonnerre, secoua l'appareil tout entier. Pendant un instant, tout sembla suspendu. L'avion, figé entre deux réalités, plongea ensuite dans une tempête déchaînée. Éclairs, vent, hurlements. La lumière surnaturelle traversa les hublots comme un soleil fou. Tous les systèmes de bord lâchèrent. Le temps sembla s'arrêter. Le cœur de Traoré s'accéléra. Il comprit alors, ils avaient quitté l'espace aérien connu. Quelque chose les attendait. L'avion plongea, nez vers le sol, frappé par la fureur des éléments. Les éclairs zébraient le ciel, révélant les ombres menaçantes des nuages. La panique gagnait la cabine, les alarmes hurlaient, l'équipage luttait. Mais Traoré, au cœur du chaos, restait de marbre. Il avait affronté bien des tempêtes. Celle-ci n'en faisait pas partie. C'était autre chose. L'air vibrait d'une énergie ancestrale. Le Zlakrov bourdonnait, comme s'il s'éveillait. Le copilote parla, sa voix brisée par la panique. Commandant, nous avons tout perdu. Plus de communication. Plus de contrôle. On est aspiré vers quelque chose. Quelque chose qui n'est sur aucune carte. Traoré serra la coudoir, les yeux fixés droit devant. L'orbe pulsait à nouveau, de plus en plus fort. Quelque chose arrivait. Irréversible. Le capitaine Ibrahim Traoré pouvait le sentir dans l'air autour de lui, le poids de l'inconnu, l'énergie de quelque chose d'ancien et d'invisible, désormais lié à son être même. Alors que l'avion roulait vers le hangar, l'équipage était inhabituellement silencieux, leurs regards oscillant nerveusement, incapables de traiter pleinement les événements dont ils venaient d'être témoins dans le ciel. Même les pilotes les plus expérimentés n'avaient jamais rencontré une situation pareille. Quel était ce chiffre? Et qu'en était-il de l'orbe? La puissance qu'il dégageait semblait encore persister dans l'air, bourdonnant comme de l'électricité statique sous sa peau. L'aéroport était plus calme que d'habitude. Un vide étrange semblait suspendu dans l'air. Alors que l'avion s'arrêtait complètement, un petit groupe de responsables militaires et de dignitaires se rassembla au pied des escaliers menant à l'appareil. Mais Traoré n'avait pas à l'esprit le comité d'accueil.
Ses pensées étaient consumées par l'entité mystérieuse qu'ils avaient rencontrée et l'avertissement cryptique qu'elle lui avait laissé. Il était revenu. Mais que signifiait vraiment ce retour? Lorsque la porte de l'avion s'ouvrit, la brise fraîche africaine l'accueillit comme une étreinte familière. Mais elle ne pouvait apaiser la tempête qui faisait rage en lui. L'orbe, désormais rangé en toute sécurité dans son étui noir, semblait plus lourd qu'au moment où il l'avait reçu. Son énergie sombre pulsait, rappel constant du pouvoir qu'elle contenait. Un pouvoir que Traoré ne comprenait pas entièrement, mais dont il savait qu'il ne pouvait s'échapper. Il descendit de l'avion, ses bottes frappant le tarmac avec un sentiment de finalité. Le groupe d'accueil se tenait en formation, mais son regard restait distant, perdu dans le tourbillon de ses pensées. Il pouvait entendre les sons étouffés d'excitation provenant de la foule derrière lui. Mais il avait l'impression que tout cela se déroulait dans un autre monde, un monde qui ne semblait plus entièrement réel. « Capitaine », déclara le ministre de la Défense, la voix pleine de respect et d'anticipation. « Content de te revoir. Nous t'attendions. » Traoré hocha poliment la tête, ses pensées encore loin. « Merci », répondit-il, même si les mots semblaient creux sur sa langue. Le poids de l'orbe, la silhouette mystérieuse dans le ciel, et le message cryptique formaient un brouillard qui obscurcissait sa capacité à se concentrer sur autre chose. Il n'était plus le même homme qui avait quitté le Burkina Faso. Quelque chose, au plus profond de lui, avait changé. Alors qu'il marchait vers le convoi de véhicules préparés pour son arrivée, Traoré aperçut un visage familier. Sa femme, Ajaratu, se tenait à l'écart, son expression indéchiffrable. Leurs regards se croisèrent, et, pendant un instant, le temps sembla se figer. Il y avait entre eux une compréhension tranquille, un lien forgé par une histoire commune, une force, et la conscience que quelque chose de monumental était en train de se dérouler. Ajaratu avait été une constante dans sa vie, son ancre pendant les turbulences politiques et sa carrière militaire. Mais maintenant, sa présence signifiait plus encore. Elle faisait partie du mystère qui s'épaississait. Elle savait que quelque chose avait changé. Elle pouvait le sentir. Lorsqu'il s'approcha d'elle, elle fit un pas en avant, son visage s'adoucissant. « Ibrahim », dit-elle doucement, la voix tremblante d'inquiétude. « Tu n'es plus le même. Que s'est-il passé là-haut » Traoré ne répondit pas immédiatement. Il savait qu'elle pouvait le ressentir tout comme lui. « Je ne sais pas », admit-il doucement. « Il s'est passé quelque chose dans le ciel. J'ai été marqué. Nous avons tous été marqués. » Ajaratu tendit la main et effleura doucement son bras, comme pour le ramener au présent. Marqué, par qui? Il croisa son regard, ses yeux hantés, bien qu'il tentât de dissimuler la profondeur de ses pensées. Par des forces qui dépassent notre compréhension. Il y a quelque chose de plus grand en jeu ici, quelque chose que nous ne pouvons plus ignorer. Il ne s'agit plus seulement de nous. Les moteurs des convois se mirent à rugir, et les gardes commencèrent à dégager le chemin. Traoré ne bougea pas. Il fixait le ciel au-dessus, là où la tempête avait autrefois fait rage, désormais calme, les étoiles redevenues visibles. Ajaratu suivit son regard. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, sentant le poids de sa contemplation. « Je pense que nous devons nous préparer. Les forces que nous avons toujours combattues ne sont rien comparées à ce qui nous attend. Je ne sais pas ce que c'est, mais nous devrons y faire face ensemble. Et nous devons préparer notre peuple. Ce n'est que le début. » Avant qu'Ajaratu ne puisse répondre, une voix brisa le silence. « Capitaine, le président vous attend. » Traoré hocha la tête et se retourna pour faire face au convoi, non sans adresser un dernier regard à sa femme. Il y avait tant à dire, mais aucun mot ne pouvait exprimer la gravité de la situation. Alors qu'il montait dans le véhicule, Traoré se replongea dans ses pensées. Il savait que le chemin à parcourir serait semé d'embûches non seulement de la part d'ennemis extérieurs, mais aussi de forces bien plus anciennes et puissantes qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer. Tandis que le convoi traversait les rues de Ouagadougou, la ville semblait étrangement silencieuse. Le ciel nocturne s'étendait à perte de vue, et le bourdonnement de la ville ressemblait à un courant souterrain annonçant la tempête à venir. Traoré était revenu au Burkina Faso. Mais il portait désormais sur ses épaules le poids du destin d'un monde entier. La question n'était plus celle du développement, de la diplomatie, ou des alliances politiques.
L'enjeu était devenu la survie non seulement d'une nation, mais de la réalité elle-même. Le convoi avançait lentement dans les rues de Ouagadougou, l'air nocturne chargé du poids de l'inconnu. Les phares des véhicules fendaient l'obscurité, illuminant les routes sinueuses et les silhouettes éparses de ceux encore éveillés, percevant peut-être les marées changeantes du monde, sans en comprendre le sens. Traoré était assis à l'arrière du véhicule de tête, les yeux rivés sur le paysage. Mais son esprit était en tumulte. L'orbe, le ZLR, reposait à ses côtés. Son énergie sombre semblait omniprésente. De temps à autre, il pulsait doucement, envoyant des ondes de chaleur dans l'air. Il ressentait son attraction, sa puissance, et son avertissement silencieux. Qu'avait dit le gardien du seuil ? Tu es marqué. Le chemin à parcourir sera semé d'embûches. Les mots résonnaient dans son esprit comme un mantra, de plus en plus fort à chaque seconde. À ses côtés, Ajaratu était inhabituellement silencieuse. Elle avait été à ses côtés dans d'innombrables batailles politiques et personnelles. Mais cette fois, c'était différent. Elle aussi ressentait la gravité de la situation, les forces invisibles en mouvement. Son regard passait de l'orbe à son mari, puis à la route. Elle attendait, comme toujours, qu'il se confie, mais elle savait qu'il valait mieux ne pas le presser. C'était un combat qu'il devait mener seul, même si elle serait là pour le soutenir. Le véhicule prit un virage serré. Ils approchaient du palais présidentiel. Le bâtiment tranchait avec le calme des rues, sa structure imposante illuminée par des projecteurs. Il ressemblait davantage à une forteresse qu'à un symbole de leadership. Et tandis que Traoré levait les yeux vers lui, il ne put s'empêcher de sentir le poids du monde peser sur ses épaules. Le président du Burkina Faso l'attendait à l'intérieur. Mais ce n'était pas une simple réunion. L'air dans la voiture était dense, comme si un événement monumental allait se produire. Lorsque le convoi s'arrêta devant la grande entrée, une équipe de soldats encercla rapidement le véhicule, le visage fermé, vigilant. Il était clair que la sécurité avait été renforcée, mais Traoré se demanda si cela suffirait à les protéger de la tempête qui menaçait l'horizon. Il y avait des ennemis partout, visibles et invisibles. La portière s'ouvrit, et Traoré en sortit, ses bottes claquant contre les marches de pierre. Ajaratu le suivit de près, scrutant les alentours, toujours sur ses gardes. Les lourdes portes du palais s'ouvrirent. Ils furent conduits à l'intérieur, où la lueur douce des lustres les accueillit. Le président était assis au bout d'une grande table dans une salle richement décorée, entouré d'un petit groupe de conseillers. Il se leva à l'arrivée de Traoré, l'air grave mais bienveillant. « Ibrahim », salua-t-il d'une voix basse. « Vous êtes de retour, et d'après ce que j'ai entendu, pas seulement d'une mission, mais de quelque chose d'autre. De bien plus grand. Asseyez-vous, je vous en prie. » Traoré hocha la tête, bien que son regard restât lointain. Son esprit était encore là-haut, avec le gardien, avec l'orbe. Il ne pouvait se défaire du sentiment d'urgence, ni de la conviction que le monde était au bord de quelque chose de bien pire que des troubles politiques ou une crise internationale. Il s'assit face au président, qui l'observa attentivement, les yeux pleins de curiosité et d'inquiétude. « Je sais que ce n'est pas à cause de votre seul voyage à Moscou, » dit le président. « Je le vois dans vos yeux. Il s'est passé quelque chose, là-haut. Quelque chose qui dépasse notre entendement. » Traoré ne répondit pas tout de suite. Il jeta un coup d'œil à Ajaratu, assise à ses côtés, dans le rôle silencieux de celle qui sait et qui attend.